Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je reviens vous voir avec une nouvelle affaire espagnole. Svetlana, une jeune maman séparée de son mari, a participé en 2007 à une émission de télé espagnole qui a malheureusement contribué en partie à son horrible mort 4 jours plus tard. Comme vous pouvez vous en douter, cette affaire a eu lieu en Espagne en 2007. Découvrez tout de suite ce terrible drame, la triste histoire de Svetlana Orlova, c'est tout de suite et maintenant. Svetlana Orlova est une jeune mère âgée de 30 ans. Elle est originaire de Saint-Pétersbourg en Russie et vit en Espagne depuis de nombreuses années. Elle a un fils de 5 ans au moment des faits, mais en novembre 2007, cette pauvre maman, elle sera sauvagement assassinée. Svetlana est décrite comme une femme instruite et intelligente. D'ailleurs, elle parle plusieurs langues. Elle parle couramment l'anglais et l'espagnol. Et elle a beaucoup d'ambition. D'ailleurs, elle suit un cursus universitaire pour devenir professeure. Mais Svetlana ne s'arrête pas à ce cursus. Après ce cursus universitaire, elle décide de suivre des cours de chimie en français parce que la langue française l'intéressait beaucoup. Elle avait vraiment envie de savoir parler français. En 2000, des amis de Svetlana lui parlent de la facilité à vivre en Espagne. Donc ils lui vantent les mérites de ce pays. Ils lui parlent bien sûr du soleil quasiment tout le temps, de la mer, des gens qui sont chaleureux, accueillants, du coût de la vie qui est moins cher aussi en Espagne. Et donc tout ça, bien sûr, Svetlana, elle est tentée d'aller vivre en Espagne. Et d'ailleurs, elle a de la chance parce que peu de temps après, elle fait la rencontre d'un dirigeant d'établissement de nuit qui lui est d'origine espagnole. Cet homme-là deviendra son futur mari et tous les deux iront vivre en Espagne. De cette union naîtra un fils qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au moment des faits, il a tout juste 5 ans. Mais malheureusement, le mariage ne dure pas très longtemps puisque quelques années après, le couple décide de divorcer. Svetlana, qui avait pour projet de retourner en Russie parce que ça faisait longtemps qu'elle n'y était pas allée, et elle voulait donc retourner en Russie pour vivre avec son fils là-bas, mais malheureusement elle ne pouvait pas le faire puisque le père de son enfant espagnol vivait donc en Espagne. Elle était condamnée à rester en Espagne, donc pour le bien-être de son fils et aussi pour respecter la garde alternée. Svetlana, après son divorce, elle s'installe donc dans la ville d'Alicante avec son fils. Donc bien sûr, Svetlana, fraîchement divorcée, elle reprend un petit peu sa vie en main, donc elle vit sa vie de maman célibataire, elle s'occupe de son fils en garde alternée, elle travaille, elle voit des amis, enfin voilà, une vie tout à fait normale. Puis quelques temps après, elle fait la rencontre d'un nouvel homme. Cet homme est âgé de 31 ans et il s'appelle Ricardo Antonio Navarro. Alors on sait que Ricardo Navarro est originaire d'Alicante et que de profession il est boucher et il travaille dans la boucherie de ses parents qui est située à Playa San Juan. Donc les débuts de la relation, comme dans toute relation, se passent tout à fait normalement. Ricardo Navarro, il est ravi d'être avec Svetlana Orlova, il la trouve très jolie, il est amoureux, il est attaché, il fait la connaissance de son beau-fils, donc du fils de Svetlana, avec lequel il s'entend bien. Le fils aime bien Ricardo Navarro, donc ils font même des activités ensemble, ils ont de bonnes relations au début en tout cas. Si au début Ricardo se comporte comme un homme bien sous tout rapport, rapidement il commence à montrer un côté sombre de sa personnalité. Il est décrit en effet comme quelqu'un de très jaloux, quelqu'un de très possessif. Il a constamment ce besoin de tout contrôler chez Svetlana, de tout surveiller, il faut qu'elle lui fasse un rapport sur tout, ce qui très rapidement agace la jeune femme. Ça ne lui convient pas du tout, elle n'imaginait pas la relation comme ça, parce que là, véritablement, elle vit une relation toxique. Donc bien sûr la relation elle est houleuse, le couple se dispute fréquemment, Ricardo Navarro ne s'arrange pas du tout dans son comportement, Svetlana faut toujours qu'elle lui dise tout sur tout, voilà, elle est toujours surveillée constamment, elle est harcelée par son compagnon. Et en mars 2007, Svetlana avait même dénoncé son compagnon donc à la police. Elle lui reprochait de lui avoir volé des documents administratifs et il l'avait même séquestré un jour à l'intérieur du domicile. Donc chez lui elle n'avait même pas pu sortir pendant plusieurs heures voire plusieurs jours. Et bien sûr à la suite de
de cet épisode de séquestration, Svetlana, elle décide de quitter le domicile. Elle a quitté le logement avec son fils et elle est allée déposer plainte contre son compagnon. Mais le mois d'après, en avril 2007, Svetlana Orlova semble regretter son acte. Donc elle semble regretter la séparation et elle décide de retourner vivre avec Ricardo Navarro. Et bien sûr, celui-ci lui redonne une nouvelle chance et il lui demande aussi d'aller retirer sa plainte qu'elle a déposée contre lui à la police. Alors par contre, je ne sais pas si le retour, enfin la reprise de relation, elle s'est faite parce qu'elle le voulait vraiment ou si c'est parce que son ex-compagnon n'arrêtait pas de la harceler et de l'appeler pour qu'elle revienne. Ça, j'en ai aucune idée. On ne sait pas trop comment ça s'est fait. Est-ce que voilà, c'était plutôt elle qui voulait reprendre cette relation ou est-ce que c'est lui qui l'a poussée à le faire? On n'a pas l'information. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt lui qui a tout fait pour qu'elle revienne. Mais bon, voilà, on n'a pas non plus l'information. Donc voilà le couple qui redémarre. Ils reprennent donc une relation tous les deux. Mais chasse le naturel, il revient vite au galop. Donc très rapidement, les disputes et les violences reprennent de plus belle. Ricardo Navarro ne cesse de maltraiter, de malmener sa compagne. Elle a même dû fuir à 2 reprises le domicile conjugal. Donc une fois parce qu'elle avait reçu des coups. Les gens avaient témoigné pour dire qu'elle avait carrément des traces d'agression physique sur le visage. Une autre fois, elle a été aperçue en petite tenue dehors. Donc elle était clairement en pyjama avec son fils. Elle n'avait pas d'autres bagages avec elle. Elle n'avait pas une valise avec ses vêtements. Elle n'avait pas son sac à main. Donc on voyait clairement que Svetlana Orlova avait quitté le domicile conjugal en catastrophe. Donc c'était pour fuir en fait les coups et les menaces de son compagnon. Mais un jour, Ricardo Navarro dépasse la ligne rouge. Il frappe violemment Svetlana. Il lui met plein de coups de poing au niveau du nez. Et tout ça devant les yeux d'une amie de Svetlana et devant son fils à Svetlana. Là, c'est la goutte d'eau pour Svetlana Orlova. Elle n'en peut plus. Elle en a marre de subir des coups. Elle décide alors de le quitter définitivement. Malgré toutes les supplications de Ricardo Navarro, évidemment, Svetlana refusera de se remettre en couple avec lui. C'est à ce moment-là qu'une drôle d'idée traverse l'esprit de Ricardo Navarro. Le mercredi 14 novembre 2007, Svetlana Orlova est invitée à participer à une émission de télé espagnole. Il s'agit de l'émission El Diario de Patricia, ou bien, traduction en français, le journal de Patricia. Cette émission était diffusée sur la chaîne Antena 3 et elle était animée par la présentatrice Patricia Gastagnaga. Alors cette émission, à l'époque, elle faisait pas mal d'audience puisque pas moins de 2 millions de téléspectateurs la suivaient. Mais la ruse avancée par l'équipe de télé pour faire venir Svetlana sur le plateau, c'est qu'ils lui ont affirmé qu'une belle surprise l'attendait, que quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis longtemps voulait la voir et lui parler, mais bien sûr sans mentionner quoi que ce soit d'autre. Alors bien sûr, Svetlana, on lui annonce une belle surprise, quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, qui veut la voir et lui parler. Évidemment, elle pense à quelqu'un en Russie. Elle se dit c'est peut-être un ancien camarade, c'est peut-être un membre de la famille. Donc je vous le rappelle, elle est d'origine russe et elle a quasiment toute sa famille qui vit encore en Russie. La Russie, son pays natal, elle n'y a pas remis les pieds depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc elle s'imagine quelqu'un de là-bas, elle est ravie, elle est excitée, elle a hâte de voir qui se cache derrière cette surprise. Donc lors de l'émission qui est passée en direct, bien sûr, on peut voir Svetlana assise dans un fauteuil. Elle attend impatiemment de voir qui se cache derrière cet écran, cette belle surprise. Là, on peut entendre la présentatrice lui dire de regarder l'écran parce qu'elle va bientôt découvrir qui est derrière cet écran. Donc Svetlana, évidemment, elle regarde l'écran. Et là, tout d'un coup, elle découvre que c'est Ricardo Navarro qui est derrière cette surprise. Donc évidemment, on peut apercevoir l'air surpris sur son visage, limite un peu choqué, limite même apeuré. Donc Ricardo Navarro qui est derrière cet écran semble avoir beaucoup de choses à dire à Svetlana Orlova. Alors Ricardo, il commence un peu mal parce qu'il commence par lui faire un peu le reproche à Svetlana de l'avoir abandonnée, en quelque sorte, de l'avoir laissé tomber à cause de ses problèmes financiers. Mais Svetlana, qui est donc très surprise, un peu choquée, elle répond, mais elle répond timidement et on peut l'entendre, enfin on l'entend à peine quand elle parle d'ailleurs. Elle répond que ce n'est pas la raison, qu'il y a aussi le motif de sa jalousie maladive et bien d'autres choses encore. Elle ne détaillera pas ce qu'elle a voulu dire par bien d'autres choses encore, mais on imagine, connaissant un peu l'histoire, l'historique, etc. de leur relation, on imagine que là, elle pointait du doigt les violences, la maltraitance, le harcèlement
harcèlement qu'elle a subi quand elle était en couple avec lui. Mais voilà, sur le plateau, elle ira pas plus loin, elle lui dira simplement jalousie maladive et bien d'autres choses encore. Alors l'animatrice Patricia Gastagnaga, elle va encore plus loin parce qu'elle fait carrément rentrer Ricardo Navarro sur le plateau. Et là, bien sûr, hein, vous vous doutez bien qu'il sort le grand jeu, il fait sa déclaration d'amour à Svetlana et il la demande en mariage en direct à la télé. Et d'ailleurs, il a même prévu la bague qu'il sort de sa poche. Il met un genou à terre, il lui déclare qu'il ne peut pas vivre sans elle, qu'ils sont faits pour être ensemble, qu'il ne peut pas se voir séparé d'elle. Enfin bref, le jeu classique. Et donc, à un moment donné, il lui pose la question fatidique, veux-tu m'épouser? Donc bien sûr, on peut apercevoir que Svetlana est très mal à l'aise face à la situation. Déjà, elle s'attendait pas du tout à voir Ricardo Navarro, elle s'attendait à voir une belle surprise pour le coup, quelqu'un de Russie, un ancien camarade, enfin bref, tout sauf lui. Là, donc elle découvre que c'est Ricardo Navarro, son ex-compagnon qui la battait, la harcelait, la menaçait, quelqu'un qu'elle a définitivement quitté, avec qui elle ne semble pas vouloir reprendre une relation. Et cette personne-là la demande en mariage devant le pays entier, donc devant des millions de téléspectateurs. Elle se sent limite même un peu piégée par la télé, piégée par Ricardo Navarro. Elle se sent un peu face au fait accompli, quoi. Mais malgré cette situation malaisante, et malgré l'insistance de la présentatrice, malgré l'insistance de Ricardo Navarro qui la lâche pas du regard, Svetlana Orlova maintiendra son refus. Elle dira non, elle a pris sa décision est ferme et définitive, elle ne veut pas se remettre avec Ricardo Navarro. Bien sûr, Ricardo, il est déçu, il soupire, il fait semblant devant le public que parfois les histoires d'amour ont une fin et qu'il faut l'accepter, mais en réalité, il est touché dans son ego. Ce malheureux passage à la télé coûtera la vie à Svetlana Orlova 4 jours plus tard. Le 18 novembre 2007, vers 18h30, Ricardo Navarro se présente à l'immeuble où vit Svetlana. Il appelle plusieurs appartements via l'interphone afin d'identifier avec précision l'appartement de son ex. Il réussit à pénétrer à l'intérieur de l'immeuble. Il attend sagement sa victime. Quand Svetlana finit par arriver, il la force à entrer avec lui dans l'ascenseur. Évidemment, Svetlana, elle est totalement paniquée. Elle crie, elle hurle, elle essaie de se débattre pendant que lui demande de se taire. Au cours de l'agression, Ricardo Navarro lève son couteau au-dessus de la victime. Svetlana, bien sûr, pour se protéger, elle tente de mettre ses mains devant elle. Mais malheureusement, il arrive à l'égorger. Il lui coupe l'artère carotide et la jugulaire. Très grièvement blessée, Svetlana perd connaissance. Bien sûr, les voisins qui ont entendu les cris de Svetlana ont tout de suite appelé les autorités. Il y a même un voisin qui a carrément vu le couple se battre. Il a vu Ricardo Navarro avec le couteau à la main. Il l'a vu aussi prendre la fuite, laissant Svetlana dans une mare de sang. Svetlana est rapidement prise en charge par les ambulanciers et les secours. Elle est transportée à l'hôpital pour des soins en urgence. Mais malheureusement, le lendemain de l'attaque, donc le 19 novembre 2007, Svetlana Orlova décède à l'hôpital général d'Alicante des suites de ses blessures au cou. Évidemment, l'affaire bascule à ce moment-là. Nous ne sommes plus dans un cas de tentative de meurtre, mais dans un cas de meurtre. Mais les enquêteurs n'ont aucun mal à soupçonner rapidement Ricardo Navarro. Ils n'ont d'ailleurs aucun mal aussi à l'arrêter rapidement. Mais ce dernier, il avance un alibi. Il déclare que le 18 novembre, il n'était pas sur le lieu du crime. Il était plutôt chez ses parents parce qu'il allait les soutenir mentalement, car il a déclaré que ses parents sont un peu déprimés à cause de médicaments qu'ils prennent. Sauf que les parents qui ont aussi été interrogés de leur côté, il n'y en a aucun des deux qui a confirmé l'alibi de leur fils. En fait, ils vont rien déclarer de spécial, mais ils vont pas non plus confirmer l'alibi de leur fils. Donc forcément, Ricardo Navarro était seul à maintenir cette déclaration. Autre élément de preuve contre Ricardo Navarro, des traces de sang appartenant à la victime sont trouvées au domicile des parents du suspect. Ricardo Navarro a aussi une blessure incisée et une grosse coupure au niveau de la main droite qui proviennent certainement de l'agression faite sur Svetlana. D'autres éléments de preuve sont aussi mis en avant. Il y a par exemple des traces ADN qui ont été récupérées sur la boîte aux lettres de la victime. Et des voisins d'ailleurs ont même témoigné pour dire qu'ils l'avaient
l'avait vu fouiner dans la boîte aux lettres peu de temps avant le crime. L'épreuve de ses violences tant morales que physiques ne s'arrête pas là. Il aurait aussi menacé la mère de Svetlana à plusieurs reprises. Donc la mère de Svetlana a carrément déclaré aux médias que cet homme est un malade mental, un jaloux maladif qui ne supportait même pas que Svetlana approche un enfant. Ça le rendait fou. Le meurtrier passait des appels incessants à la victime, il la suivait, il la harcelait, il la traquait mais continuellement après la rupture pour qu'elle le reprenne. Il a même, donc toujours d'après les déclarations de la mère de Svetlana, activé un GPS de localisation sur le téléphone de son ex pour justement surveiller tous ses allées-venues. Donc toute cette situation de harcèlement a bien sûr fait paniquer Svetlana, ça l'a rendue un peu stressée, donc c'est pas plaisant de savoir qu'on est traqué, qu'on est continuellement harcelé par un ex ou par quiconque. Et donc à un moment donné, elle décide de changer d'apparence physique. Elle va déjà se teindre les cheveux, elle va aussi déménager et sans préciser à son ex où elle habite, bien sûr. Et donc voilà, elle met tout ça en place pour passer inaperçu. À la suite de son interrogatoire, Ricardo Navarro est mis en détention provisoire en attendant son procès. En 2009, le procès de Ricardo Navarro débute et dès la première audience, l'accusé nie les faits. Il déclare qu'il n'était pas sur les lieux du meurtre et il soutient donc qu'il était chez ses parents cet après-midi-là. Au cours de la deuxième audience, un policier qui a soigné Ricardo Navarro le soir de l'incident, il a déclaré qu'il avait effectivement une grosse coupure récente à la main droite et qu'il était sous l'effet de médicaments qui le rendaient étourdi. Le meurtrier, pour justifier donc la prise de médicaments, il va expliquer qu'il s'agissait d'antidépresseurs qu'il prenait à la suite de sa séparation parce qu'il était totalement déprimé, quoi. Mais bon, il a beau nier, mais plusieurs témoins placent le criminel sur les lieux du crime le 18 novembre 2007. Et ces témoins-là ont aussi confirmé que Svetlana était totalement terrorisée par Ricardo Navarro, qu'elle avait même déposé 2 plaintes à son encontre. Et donc ces plaintes-là, c'était suite à des violences domestiques et à des histoires d'harcèlement. Le parquet requiert bien sûr 20 ans de prison pour meurtre et 3 ans supplémentaires pour abus habituels et maltraitance. 2 ans après le meurtre de Svetlana Orlova, en 2009, le tribunal d'Alicante condamne Ricardo Antonio Navarro à 21 ans de prison, 19 ans pour meurtre intentionnel et 2 ans pour violence domestique. Le tribunal supérieur de justice de la communauté de Valenciennes condamne au paiement de 300 000 € pour indemniser le fils de la victime, 30 000 € pour indemniser la mère de la victime et un peu plus de 4 500 € pour le gouvernement autonome de la communauté valencienne. Le tribunal, bien sûr, considère qu'il est prouvé que Svetlana Orlova a subi des violences physiques et morales qui ont même donné lieu à une plainte le 30 mars 2007 pour avoir séquestré justement Svetlana chez lui. Alors certes, c'est une plainte qu'elle a retirée, mais c'était à la demande de Ricardo Navarro. Et une autre plainte avait été aussi déposée le 31 octobre 2007 à la suite d'agressions physiques et d'abus. L'accusé va se défendre pendant une demi-heure devant le président du tribunal d'Alicante. Il va déclarer que le sang trouvé au domicile de ses parents n'est pas le sang de la victime, alors que des analyses médico-légales ont bien démontré qu'il s'agissait du sang de Svetlana Orlova. Il explique qu'après sa rupture amoureuse en octobre 2007, la victime s'est trouvée juste une seule fois dans l'appartement de ses parents, mais que ce jour-là, aucun incident n'a eu lieu. La victime venait simplement récupérer quelques papiers, puis après elle est repartie. Mais il n'explique toujours pas comment le sang de Svetlana Orlova a pu se retrouver sur la porte de la cuisine de chez ses parents. Raphaël Mira, l'avocat des parties civiles, a déclaré l'expression suivante: le sang n'a pas de jambes. Il a déclaré que c'est forcément Ricardo Navarro qui a fait ces traces de sang chez ses parents suite au crime commis la veille. Le parquet soutient qu'après le crime, Ricardo Navarro a fui l'immeuble de Svetlana. Il s'est réfugié dans la maison de ses parents qui est située seulement à 15 minutes du lieu du crime et que là-bas il en a profité pour se débarrasser de preuves qui pouvaient l'incriminer. Mais vous allez voir que ce meurtre a mis en évidence des failles judiciaires puisque Ricardo Navarro avait en réalité interdiction d'approcher Svetlana Orlova.
Le 31 octobre 2007, Ricardo Navarro a été condamné par le tribunal pour un mauvais traitement sur Svetlana. Le jugement rendu lui interdisait d'approcher la victime à moins de 500 mètres et lui interdisait de rentrer en communication avec la victime pendant 2 ans. Et il avait aussi été condamné à 11 mois de prison pour délit de maltraitance. Mais on a appris que cette sentence, elle n'était même pas applicable au moment du crime puisque Ricardo Navarro n'avait pas reçu la notification du jugement. Et en fait, cette notification, ça fait partie de la procédure judiciaire. S'il ne reçoit pas la copie de ce jugement qui est délivré par un huissier de justice normalement, la décision ne peut pas lui être appliquée. Évidemment, si certaines personnes pointent du doigt les failles judiciaires, d'autres tiennent pour responsable la production de télévision et sont convaincus que sans ce passage à la télé, le meurtre de Svetlana n'aurait certainement pas eu lieu. Pour la majorité des gens et psychanalystes, le programme télé a été l'élément déclencheur dans la mort de la jeune femme. Et c'est pourquoi le programme a dû aussi se défendre et expliquer en détail comment le processus qui a amené Svetlana sur le plateau a été géré et quel protocole a été suivi. Donc selon eux, tous les invités devaient bien sûr remplir un questionnaire, ils devaient noter leur casier judiciaire, ils devaient aussi noter les relations qu'ils entretenaient avec leurs potentiels invités surprises. Donc ils devaient imaginer un peu qui pouvait être derrière cette surprise et puis noter leurs relations. Mais le producteur a bien déclaré que pour être sûr des bonnes relations entre Svetlana et Ricardo, il a contacté une des proches de la jeune femme pour savoir en fait si ils avaient de bonnes relations et avoir confirmation que tout était ok. Et apparemment la personne en question qui a été contactée par la production, elle n'aurait rien dit qui fasse allusion à une mauvaise relation entre les deux ou à des relations tendues entre Svetlana et Ricardo. Et cette personne, elle a même confirmé à la production que Svetlana l'a déjà informé que le jour de son passage à la télé, elle a déjà prévu de faire garder son fils par Ricardo Navarro. Le producteur a bien affirmé qu'au moindre doute ou signe de mauvais traitement ou d'harcèlement, il aurait bien sûr annulé la rencontre entre les deux personnes. Pareil, l'équipe de télé a déclaré que à la suite de son refus en fait d'épouser Ricardo Navarro, les deux personnes ont quitté les studios de manière tout à fait normale, sans conflit, que la possibilité de quitter le plateau bien avant avait été proposée à Svetlana mais qu'elle avait refusé. Elle était bien au sein du plateau, elle discutait un peu avec les gens de l'équipe, etc. Elle ne paraissait pas mal à l'aise ou en tout cas paniquée. Elle avait une attitude tout à fait normale. Raphaël Mira, qui est l'avocat des parties civiles, a aussi déclaré que l'humiliation subie par l'agresseur, après avoir été rejetée en direct par Svetlana, a pu influencer le crime. D'ailleurs, un criminologue a clairement affirmé que la décision de l'assassinat dépend du profil psychologique de l'agresseur. Il s'est donc penché sur le profil psychologique de Ricardo Navarro qu'il a bien analysé et il a considéré que le profil narcissique peut lui être attribué, ce qui aurait pu tout à fait déclencher sa décision de tuer Svetlana. Il dit clairement que la colère peut être le résultat de son profil narcissique et il a indiqué que les personnes avec ce profil, lorsqu'elles se sentent humiliées, voient leur ego, leur estime d'elles-mêmes et leur vision d'elles-mêmes affectée, ce qui peut générer cette colère. Compte tenu de leur mal-être, la seule façon pour elles de se sentir mieux est de vouloir y mettre fin. Et d'ailleurs, les mots de Ricardo Navarro, après avoir été rejetés par Svetlana le jour de sa demande en mariage, ont été les suivants. En l'emmenant à la télévision, je penserais qu'elle dirait oui à cause de la pression. Au-delà du fait qu'il démontre avoir tenté de manipuler la victime en la mettant face au fait accompli, il laisse clairement transparaître un sentiment d'humiliation. Sa virilité a clairement été touchée. Il a bien pris conscience à ce moment-là qu'il n'y avait pas de possibilité de revenir vers elle. Il ne possédait plus Svetlana comme il a pu la posséder auparavant et il a pensé clairement si elle n'est pas à moi, elle ne sera à personne. Mais malheureusement, le cas de Svetlana Orlova n'était pas du tout un cas isolé, puisqu'une autre affaire suite à un passage à la télévision s'est aussi terminée par une tragédie 10 ans plus tôt. C'est le cas de Anna Orantes. 10 ans avant le meurtre sordide de Svetlana Orlova, en décembre 1997, Anna Orantes, une mère de famille de 60 ans au moment des faits, elle s'est mariée très jeune, à l'âge de 19 ans, à José Parejo. Elle restera mariée 40 ans à cet homme avec lequel elle aura 8 enfants. Elle viendra sur un plateau de télé raconter son histoire, son calvaire, les coups et humiliations subis par son ex-mari, cet horrible ex-mari de qui elle a réussi à se séparer 2 ans avant son passage
à la télé. Et après la diffusion de cette émission, son ex qui découvre qu'elle a publiquement raconté leur histoire, qu'elle a publiquement raconté la maltraitance vécue, il est furieux d'avoir été dénoncé et il jure qu'il se vengera. Malheureusement, il mettra ses menaces à exécution 13 jours après le passage à la télé. Le 17 décembre 1997, il est entre 13h45 et 14h35. José Parejo attend sa victime à l'intérieur du jardin de l'immeuble. Il se cache. Anna est de dos quand elle rentre de course. Elle ne voit pas son agresseur. José Parejo s'approche discrètement de sa victime. Elle ne l'entend pas. Il est à quelques mètres seulement. Il asperge d'essence. Il allume son briquet. La malheureuse Anna Orantes prendra feu instantanément et elle est morte brûlée vive. C'est sa petite fille qui découvrira son corps calciné quand elle rentrera du collège. Bien sûr, ce crime aurait pu être une leçon à en tirer de la part des producteurs de télé, ce qui aurait évité la mort atroce de Svetlana Orlova 10 ans plus tard, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Tamara Orlova est âgée de 58 ans au moment des faits. Elle est la mère de la victime Svetlana Orlova. Elle est arrivée à Alicante juste après le meurtre de sa fille pour entamer les démarches du rapatriement du corps de sa fille vers Saint-Pétersbourg. La maman s'est rendue à la morgue de la ville où repose la dépouille de sa fille Svetlana depuis le 19 novembre. Très en colère, bien sûr, cette mère de famille a déclaré que la télé-poubelle est aussi responsable de la mort de sa fille et que ces émissions ne sont pas nécessaires car elles n'apportent rien aux téléspectateurs, ni culture ni intérêt personnel. Ce n'est que du voyeurisme de bas étage. Si ce programme n'avait pas été diffusé, Svetlana serait encore vivante. La mairie d'Alicante et le gouvernement de la communauté autonome de Valenciennes ont pris en charge une partie des coûts de rapatriement, donc à hauteur de 3 000 € et 2 000 € pour aider la famille de Svetlana qui n'avait pas les moyens. C'était aussi compliqué pour Tamara Orlova de récupérer la garde de son petit-fils, donc qui a été récupéré par son père, et elle a déclaré aux médias que le père refusait tout contact avec son ex-belle-famille. Il avait coupé son téléphone portable, il avait changé de résidence, elle n'avait pas l'adresse, et donc c'était très compliqué pour elle de rentrer en contact avec son petit-fils. Elle avait déclaré qu'elle resterait en Espagne pour lancer une procédure pour pouvoir récupérer la garde de son petit-fils. Bien sûr, à la suite de ce drame, le gouvernement a engagé des négociations avec les émissions télévisuelles, avec les radiodiffuseurs également, appelant à une plus grande vigilance, appelant aussi à la fin d'une guerre d'audience dans laquelle les émissions de télé-réalité sont accusées de pousser leur programme aux extrêmes pour une plus grande part d'audience. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.